Bonjour à tous. Alors, Subarro vous propose pour cette préparation au grand O la correction d'annale. En l'occurrence, il s'agit d'une annale de Paris 2. Cette annale de Paris 2, c'est l'excision face au droit. Avant de débuter ici l'exposé en lui-même, je vais simplement vous donner quelques conseils et vous donner quelques coulisses ici qui m'ont conduit à adopter non seulement ce plan, mais aussi à avoir travaillé de la façon suivante. Bon. Comme vous le savez, désormais le programme du Grand O comprend une partie aussi culture juridique générale, donc je ferai quelques emprunts de culture juridique de façon générale justement pour essayer d'aiguiller. Ça, c'est un des aspects. D'autre part, pour optimiser le temps de préparation, en l'occurrence un temps de préparation d'1 heure, il est très important ici d'arriver le jour de l'examen avec l'ensemble des codes et également des différents supports dont vous avez besoin. Je vais vous expliquer justement comment, face à ce thème-là, j'ai pu travailler. Enfin, il est nécessaire de calibrer le temps de son intervention, de ne pas tout noter et de faire glisser ses feuilles au fur et à mesure et de minuter un petit peu les différentes sous-parties afin de pouvoir faire un exposé qui est un exposé de façon assez dense et aussi de tendre au jury un certain nombre de perches. Et vous le verrez, je vais particulièrement insister sur les annonces de plan. Pourquoi ? Il me paraît indispensable d'avoir des annonces de plan extrêmement claires, donc je pratique la règle de la triple annonce de plan, afin de faire en sorte d'être certain que le jury, le jour de l'examen, composera justement, enfin aura la possibilité de reprendre le plan, ce qui facilitera par la suite le fait qu'il y ait un souvenir, une trace de ma prestation, et cette trace de ma prestation va le conduire tout simplement à dire voilà, cet étudiant que j'avais face à moi à ce moment-là avait un plan. Donc même si véritablement le sujet ne vous inspire pas, il est indispensable d'essayer de mettre en exergue un plan. Par rapport au choix du plan en lui-même, vous verrez que j'ai axé ce plan sur des libertés et droits fondamentaux. C'est quelque chose de tout à fait essentiel, de parvenir à procéder de la sorte et de systématiquement rattacher le sujet face à ces différents développements. S'agissant maintenant, à proprement parler, de l'excision face au droit, j'ai quelques connaissances personnelles. Au-delà de ces connaissances personnelles, je me rends bien compte que l'excision, c'est un phénomène qui est interdit et qui est frappé, compte tenu de sa gravité, de sanctions pénales. Je m'oriente donc directement vers le code pénal en source de préparation. Je m'oriente vers le code pénal et je vois qu'un certain nombre d'infractions sont récentes et je pioche ça et là un certain nombre de jurisprudences, notamment des jurisprudences rendues sur le fondement de l'infraction de torture, acte de barbarie et torture. Dès lors, j'élargis mes recherches. Il ne s'agit pas d'un exposé de droit pénal, mais d'un exposé de liberté et droits fondamentaux. Une fois que j'ai cette source-là, j'arrive à rattacher à deux libertés fondamentales essentielles, qui vont véritablement ici être mes lignes directrices. D'une part, la prohibition des actes de torture et de barbarie, c'est-à-dire l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, donc la dignité humaine. Et d'autre part, c'est tout aussi important, la liberté de conscience qui est invoquée par certains pour justifier ce type de pratique. Dès lors, j'ai d'ores et déjà un balancement. Mon idée ensuite va être, lorsque je regarde ces deux libertés fondamentales, de voir qu'il y a entre elles, c'est relativement rare et donc il faut le souligner, il y a entre elles une hiérarchie. Il n'existe pas de possibilité de déroger à cet article 3. On parle d'un droit indérogeable, alors qu'il existe des possibilités d'encadrer, de limiter la liberté de conscience. Et donc, on a dès lors un balancement. Enfin, un dernier élément, lorsque je compose, lorsque je prépare ce grand O, nous sommes en 2017, il faut que je l'actualise, et toute l'actualité de la question va figurer en fin de préparation. Je vais rattacher ces développements-là à une thématique d'actualité. Alors, par exercice, je vais rattacher à des connaissances qui me sont personnelles, c'est-à-dire des connaissances qui sont en droit pénal et en droit de la famille. Comme ça, je tends des perches au jury afin que celui-ci, le cas échéant, s'il n'a pas préparé de questions, ou encore aiguillé par moi, vienne me poser suffisamment de questions sur des thématiques qui sont les miennes. Voici ce qu'il en est. Je vais désormais débuter justement la présentation de cette prestation. Mon sujet est l'excision face au droit. Si, comme l'indiquait Malraux dans un aphorisme resté célèbre, le XXIe siècle sera religieux, ne sera pas. Toutefois, le législateur peine
à concilier parfois la liberté de conscience avec les exigences liées aux droits de la personne et aux droits de la personnalité. Différentes lois, d'ailleurs, viennent traiter de cette thématique, à l'instar de la loi du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France. Ce texte vient d'ailleurs incriminer les mutilations sexuelles et donc certaines formes d'excision. L'excision est une ablation du clitoris. Elle a une origine quelque peu incertaine. Alors, dans certaines ethnies, cette origine, c'est le mythe des vagins dentés. Le clitoris serait la dernière dent qu'il faudrait supprimer. Pour d'autres ethnies, il s'agirait d'un dard qui peut blesser, voire tuer l'homme. Donc, il faut le supprimer. Il convient donc d'indiquer que l'ablation du clitoris, l'excision, n'est pas rattachée à une des grandes religions monothéistes, mais davantage une coutume qui certes se fonde sur la liberté de conscience pour certains, mais ce n'est ici qu'une coutume. En réalité, à l'heure actuelle, l'excision renvoie tout de même à une image de la femme qui est très particulière, car souvent on va justifier l'excision d'un point de vue sociétal, dans la volonté de juguler les naissances, ainsi les femmes ne vont avoir de rapports sexuels que pour enfanter, l'ablation du clitoris ayant pour effet de leur retirer toute forme de plaisir. Cette pratique relève donc de la liberté de conscience et suppose une atteinte à l'intégrité corporelle des enfants, voire même une atteinte à leur dignité à des enfants qui sont des enfants de bas âge. La liberté de conscience a une origine, a une valeur à la fois constitutionnelle et conventionnelle. Toutefois, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen indique clairement que nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme fait également de la liberté de conscience un droit dérogeable, un droit qui est susceptible d'avoir ici un certain nombre de limites. Alors ces limites, selon l'article 9, paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, doivent être prévues par la loi, doivent constituer des mesures nécessaires dans une société démocratique pour protéger notamment les droits et les libertés d'autrui. La liberté religieuse doit donc se concilier avec d'autres exigences. Parmi celles-ci, il convient de relever l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui prohibe la torture et autres peines de traitement inhumains ou dégradants. À ce titre, la Cour européenne des droits de l'homme, dans plusieurs décisions, notamment dans la décision Campbell ou encore Cosens, est venue indiquer que l'article 3 venait protéger toute atteinte à l'intégrité dès lors que cela dépassait un certain seuil de gravité. Il convient de relever que l'excision, telle qu'elle est pratiquée, concerne essentiellement des petites filles. Dès lors, ce seuil de gravité est facilement dépassé. Et il protège à la fois la dignité humaine et les atteintes qui sont des atteintes corporelles. En droit interne, les juridictions, qu'elles soient pénales, civiles ou administratives, n'admettent pas l'excision. Ainsi, le Conseil d'État, dans une décision du 21 décembre 2012, est venu considérer qu'il était possible d'accorder le droit d'asile à une femme en cas de risque d'excision dans son pays. De la même façon, les juridictions civiles et pénales interviennent. S'agissant des juridictions pénales, elles utilisent les outils mis à leur disposition par le Code pénal afin de réprimer les auteurs de l'excision ainsi que leurs complices. Dès lors, l'excision est une pratique qui est prohibée en France, et cette pratique est prohibée car elle porte atteinte à la fois à la dignité et à l'intégrité des personnes. Nous verrons donc l'excision face au droit en deux temps. Tout d'abord, la dignité humaine et l'excision, et ensuite l'intégrité des enfants et l'excision. Tout d'abord, première partie, l'interdiction d'une pratique attentatoire à la dignité humaine. L'interdiction de l'excision par le droit positif s'est opérée en plusieurs étapes. Tout d'abord, il convient de relever que les infractions qui peuvent être utilisées ne sont pas les tortures en droit interne, mais plutôt davantage l'infraction qui est l'infraction de violence qui, elle, peut être utilisée. Ensuite, nous verrons également qu'il a fallu utiliser également des dispositions spécifiques afin de lutter contre l'excision.
Tout d'abord, l'inapplicabilité de l'infraction de torture. Cette inapplicabilité de l'infraction de torture a été relevée par les juridictions nationales. En effet, le Code pénal, à savoir l'article 222-1 du Code pénal, prohibe la torture et en fait une infraction qui est une infraction autonome, réprimée en fonction des conséquences. Toutefois, d'un point de vue pénal, les juridictions sont venues établir pour cette infraction un mobile spécifique, un élément moral spécifique. Pour que l'infraction puisse être retenue, il est indispensable que son auteur ait la volonté, l'objectif spécifique de vouloir faire souffrir la victime. Dans l'excision, il n'en est rien. Dans l'excision, il s'agit de respecter une coutume. Les parents ou l'exciseur ne cherchent pas à proprement parler à faire souffrir la victime. Cette qualification ne peut donc pas être retenue, comme l'illustre notamment un arrêt de la Chambre criminelle de Cour de cassation du 20 août 1983. Dès lors, il convenait de relever qu'il existe d'autres infractions, et tout simplement l'infraction de violence, qui, d'autant plus, est aggravée en fonction de l'âge de la victime et dont la répression dépend également de l'interruption de travail qui en résulte, mais en l'occurrence, une ablation du clitoris entraîne une mutilation ou une infirmité permanente, ce qui signifie qu'avec la combinaison de ces deux circonstances aggravantes, on arrive assez facilement sur une qualification qui est une qualification d'ordre criminel. Le législateur a estimé que cette protection n'était pas une protection suffisante. C'est pourquoi, par la loi du 4 avril 2006, le législateur a étendu les règles de compétence afin de faire en sorte de pouvoir poursuivre l'exciseur ainsi que ses complices. Il existe de ce point de vue-là désormais la possibilité de poursuivre les différentes personnes autour d'une excision, quand bien même la victime n'est pas française, quand bien même les pratiques ont eu lieu à l'étranger, dès lors que la victime vit habituellement en France. De ce point de vue-là, l'on a un droit positif, qui est un droit positif qui fait en sorte de protéger suffisamment. Il convient également de mentionner que les règles relatives au secret médical reçoivent exception, selon l'article 226-14, premièrement du Code pénal, reçoivent exception dès lors que le médecin constate une excision, il s'agit de mauvais traitements sur enfant, donc il est possible pour lui de le révéler aux autorités. Ce droit positif a dû être par la suite complété. Il a été complété par l'adoption de textes d'incrimination de mutilation sexuelle. Voyons donc, dans un deuxième temps de cette première partie, l'adoption de textes d'incrimination de la mutilation sexuelle. Ces textes résultent de la loi du 5 août 2013 et viennent créer un certain nombre d'infractions dites infractions obstacles. Ainsi est incriminé le fait de faire à un mineur des offres, promesses, dons, avantages, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle. C'est un article 227-24-1, alinéa 1er nouveau, qui a, de ce point de vue-là, été adopté. Cette incrimination vient compléter le droit positif. Il convient de relever qu'il est interdit ici non pas la mutilation sexuelle en elle-même, puisque celle-ci est déjà prohibée, comme on l'a vu, par des infractions de droit commun, non pas non plus la complicité, non pas la tentative, mais même avant cela, la simple préparation d'une excision. Cette simple préparation de l'excision va être incriminée en tant que telle, et donc désormais, on a des textes qui prévoient des peines spécifiques qui vont faire en sorte d'incriminer toute préparation d'excision. Alors on peut penser aujourd'hui, par exemple, à une préparation d'excision qui aurait lieu en France, et avant cette loi, il était impossible, avant que celle-ci ne soit tentée ou commise, de pouvoir la réprimer. Désormais, c'est parfaitement possible en ayant recours à ce type d'acte. La peine encourue est une peine qui est une peine délictuelle, de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et assez rapidement, ici, on voit que la source d'inspiration du droit positif, c'est en réalité un certain nombre de conventions et traités internationaux, au titre desquels il convient de relever la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011, qui, justement, est le texte qui a été transposé par cette loi. Donc, de ce point de vue-là, il est relativement facile
de prévenir toute forme de mutilation sexuelle et d'excision par le recours à des textes qui sont des textes appropriés, sévères, qui viennent réprimer, même en amont, de tels agissements. Mais la terminologie employée par le texte pénal interroge. On ne parle plus d'excision, on ne parle pas d'ablation du clitoris, mais une terminologie plus large, celle de mutilation sexuelle. Dès lors, il convient de s'interroger, est-ce que tous les traitements violents sur les enfants sont interdits? C'est notre deuxième temps de présentation. Deuxième partie, la prohibition des atteintes corporelles aux enfants. L'article 227-24-1 évoque la notion de mutilation sexuelle. Il ne s'agit donc pas d'une protection spécifique aux jeunes filles. Ceci va conduire inévitablement à considérer que tous les mauvais traitements, finalement, vont être interdits par le droit positif. Nous envisageons donc la présentation en deux sous-temps. Tout d'abord, de l'excision aux mutilations sexuelles, avant de s'interroger de façon plus générale sur le point de savoir si tous les mauvais traitements, tous les traitements violents sur les enfants sont prohibés. Tout d'abord, de l'excision aux mutilations sexuelles. La loi va au-delà de ce que prévoyait la Convention internationale. La Convention internationale en elle-même, c'était son article 38, parlait de mutilation génitale féminine. Dans les travaux préparatoires de la loi, il convient de relever un certain nombre de termes employés justement à l'occasion de ces travaux préparatoires. Les députés ont jugé qu'une protection exclusivement consacrée à l'excision était finalement contraire au principe d'égalité devant la loi. Ce point peut interroger. En effet, interdire l'excision ne concerne pas les garçons. S'agissant des garçons, il n'existe pas de pendant de l'excision. Certains veulent faire croire que le pendant de l'excision pour les garçons réside dans la circoncision. Or, de façon générale, la coutume admet la circoncision. Il s'agit d'une pratique qui est une pratique millénaire. Il n'existe pas de poursuite pénale exercée en cas de circoncision. La circoncision, c'est-à-dire l'ablation du prépuce, ici, ne constitue pas un acte de torture et de barbarie, quand bien même il s'agit d'un acte qui est un acte absolument définitif, mais néanmoins, la circoncision se justifie de la même façon par la liberté de conscience et de religion. Elle est pratiquée par au moins deux grandes religions monothéistes, à savoir l'islam et le judaïsme. La circoncision, néanmoins, constitue une mutilation, en ce sens que le prépuce, une fois qu'il y a une ablation, ne va pas repousser, mais constitue ici une mutilation qui revêt d'un caractère sexuel. Dès lors, que souhaitait faire le législateur? Souhaitait-il interdire à la fois la circoncision et l'excision? Ce point semble interrogé de ce point de vue-là. Néanmoins, on voit que de façon générale, la tendance est à interdire l'ensemble des violences susceptibles d'être commises sur les enfants. C'est ce que nous allons voir maintenant dans un deuxième sous-temps, vers une interdiction générale des violences sur les enfants. Comme on l'a dit, la circoncision, jusqu'ici tolérée, semble par ce texte être désormais prohibée. Plusieurs autres décisions peuvent être relevées dans le même sens. Ainsi, un tribunal correctionnel à Cologne, le 7 mai 2012, a prohibé justement la circoncision. De même, on peut relever en droit international, une résolution du Parlement du Conseil de l'Europe du 1er octobre 2013 qui indiquait et recommandait aux États de sensibiliser aux risques potentiels de la circoncision. Toutefois, ces textes doivent être relativisés, de même que le texte interne. Ils doivent être relativisés puisque de façon générale, d'une part, le législateur allemand est intervenu pour autoriser, mais surtout encadrer la circoncision. Ce qu'il convient de relever, c'est que cet encadrement, et même la résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, revient sur d'autres aspects liés à la circoncision, notamment les considérations qui sont des considérations d'ordre médical. Finalement, il ne s'agissait pas d'interdire la circoncision, mais certaines formes de circoncision pratiquées par des personnes n'ayant aucune connaissance médicale.
Cette pratique, mieux encadrée désormais, va pouvoir continuer d'être effectuée, mais de façon générale. On a un texte général qui est adopté. Dès lors, la circoncision est susceptible d'être prohibée uniquement lorsque le circonciseur n'a pas ici de connaissance médicale. Dès lors, ce n'est plus la liberté de conscience, ni même l'intérêt médical qui justifie la circoncision, et l'on a, de ce point de vue-là, la volonté de protéger davantage les enfants. Au-delà même du texte, récemment, le législateur a considéré qu'il était nécessaire d'inscrire dans le Code civil, dans la partie du Code civil, ce n'est pas anodin, consacrée à l'autorité parentale, la prohibition de toute forme de violence corporelle. Jusqu'ici, ce que faisait la jurisprudence, c'est d'admettre les violences dès lors que ces violences n'étaient ni habituelles, ni excessives. On peut citer l'arrêt principe en la matière de la Chambre criminelle du 21 février 1990. Cette possibilité de pratiquer les violences relevait de ce que l'on appelle le droit de correction. Ces jurisprudences ont été établies il y a longtemps, elles existaient aussi au profit des enseignants. Mais l'on trouve désormais des décisions dans lesquelles, fréquemment, il est indiqué que les violences n'ont aucune vertu pédagogique. Plus encore, un certain nombre de textes, de rapports, font état du fait que les violences corporelles sur les enfants doivent désormais être prohibées. On peut citer le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe, dans une décision du 4 mars 2015, ou encore le Comité européen qui concerne la France, a à plusieurs reprises indiqué à partir de la Charte sociale européenne qu'il convenait d'interdire. C'est pourquoi un texte, finalement, était censé venir et adopter cette prohibition. Ce texte a été censuré par le Conseil constitutionnel dans une décision du 26 janvier 2017. Non pas que le Conseil constitutionnel soit favorable aux violences exercées sur les enfants, mais une nouvelle fois, le législateur a, de ce point de vue-là, commis une erreur censurée par le Conseil constitutionnel. Cette erreur, c'est d'avoir méconnu la règle dite de l'entonnoir. Cette règle, c'est que, tout simplement, on a introduit en première lecture une disposition qui n'avait rien à voir avec l'objet du texte. Le texte a donc été censuré et le législateur n'est pas intervenu à nouveau. Dès lors, il convient de constater que l'excision, au même titre que d'autres domaines du droit, est frappé par un phénomène où le législateur intervient fréquemment, mais il intervient souvent mal. En conclusion, les interventions successives du législateur sont particulièrement malhabiles. Et comme l'indiquait Montesquieu, une mauvaise loi oblige toujours le législateur d'en faire beaucoup, d'autres souvent très mauvaises, pour éviter les mauvais effets ou, du moins, remplir l'objet de la première. Je vous remercie. Voici pour l'exposé à proprement parler. Quelques mots pour terminer, tout simplement pour vous indiquer ce que j'ai souhaité faire. Tout d'abord, j'ai respecté le format global. Je pense que le jury m'aurait interrompu aux alentours de 10 à 12 minutes afin de passer à la phase de questions. Mais quoi qu'il en soit, j'ai préféré allonger un petit peu l'exposé, faire une ouverture vers la fin. Et le jury va être particulièrement sensible à cette ouverture. Question d'actualité que j'ouvre. Et j'ouvre sur des dispositions qui ont trait au Code civil, donc à l'autorité parentale, et enfin, à la toute fin, véritablement ici, sur des dispositions d'ordre constitutionnel. Mon idée, c'est quoi? C'est de tendre les premières perches au jury. S'il m'interroge sur le droit pénal, tout mon exposé tourne autour du droit pénal, la transposition d'un certain nombre de textes, la surtransposition le cas échéant, mais surtout sur des règles relatives à la famille, à l'autorité parentale, et également cette règle de l'entonnoir. Bien évidemment, il s'agit de connaissances dont je dispose. Toute l'idée était là. Par ailleurs, comme vous l'avez constaté à plusieurs reprises au cours de l'exposé, j'ai rythmé mon exposé avec quelques silences. Silence avant une transition, silence avant la conclusion. Avant la conclusion, j'ai frappé un silence, puis j'ai dit en conclusion, et ma conclusion tenait en une seule phrase, relativement dense, mais une seule phrase, pour que le jury sache à quel moment il convenait ici de passer à la phase de questions. Au tout début de mon exposé, j'aurais salué le jury. Je frappe à la porte, j'attends qu'on m'invite à entrer, je salue le jury, je regarde la personne qui est au milieu. Bonjour madame ou monsieur le président. Puis
que je fasse aux autres membres du jury, madame, monsieur et les autres membres du jury. Passant de ce point de vue-là, je m'approche de la chaise où je suis censé m'asseoir dans les IEJ où on fait une prestation assise, je mets la main sur le dossier, j'attends qu'on m'invite à m'asseoir, j'attends qu'on me donne la parole. Là, je rappelle le sujet et je débute. Voilà, il s'agit de quelques conseils qui sont généraux. Ce sujet est un sujet qu'on peut qualifier de relativement facile, il n'y a aucune prise de risque, mais comme vous le voyez, il s'agit d'un sujet dit de droit positif, certainement pas une plaidoirie. C'est-à-dire l'excision face au droit, je dois de ce point de vue-là essayer de faire en sorte de refléter le droit positif. Et même, ce n'est pas le cas, je vous rassure tout de suite, si j'étais favorable à l'excision, j'aurais dû, de la même façon, venir et développer des aspects qui étaient des aspects qui concernent le droit positif et montrer à quel point le droit positif lutte contre l'excision. Volontairement, j'ai cité de nombreuses sources, code pénal, code civil, droit international, droit européen, pour montrer toutes les différentes ramifications du droit. C'est l'idée essentielle. Ma montre était posée sur le côté afin que je puisse, ici, fréquemment, voir où j'en étais. Enfin, je me suis efforcé de balayer mon regard vers les différents membres du jury et de vous regarder le plus possible. Voilà ce qu'il en est. Si j'avais plus rédigé, j'aurais été absorbé par mes notes. Là, en ayant moins rédigé, j'ai pu vous regarder. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que cet exposé vous sera bénéfique. A très bientôt, j'espère, à Sud Barreau. Au revoir.